Merci de suivre les programmes de Média et bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. Certains pays riches sont engagés à soutenir des pays en voie de développement dans le monde. Et ce monde étant interdépendant, plusieurs Africains reçoivent ainsi de l'aide publique étrangère pour développer leur terroir. D'ailleurs, l'Afrique a perçu au cours des 18 dernières années 805 milliards de dollars d'aide publique au développement. Cet appui financier ne fait pas toujours l'unanimité, car d'aucuns disent qu'il faut supprimer radicalement cette aide. D'autres, par contre, optent pour une continuité pour accompagner le continent vers l'émergence. Faut-il rompre ou pas avec l'aide publique au développement? Quelle alternative à l'aide publique étrangère? On en parle dans cette émission. Et deux invités sur ce plateau, Mamadou Ndiaye, directeur de publication de E-Media SN. Vous êtes également spécialiste des questions économiques. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui, tout un plaisir aussi pour moi d'être avec vous ce soir. Nous avons également Thierno Souleymane Diop-Nian. Vous êtes spécialiste des questions internationales. C'est un plaisir également. Bonjour, merci. Alors, l'aide publique au développement permet d'agir dans des secteurs indispensables, notamment la santé, l'éducation, l'économie. Bref, elle permet également de répondre aux crises humanitaires telles que le dérèglement climatique. Vous me direz, Mamadou Ndiaye, à l'entrée du jeu, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler quand même des avantages concernant cette aide publique étrangère? Au début des années 50, quand on planifie effectivement sur la notion de développement, on lui a collé le substantif d'appui aux pays qui étaient dans le besoin parce qu'ils sortaient justement de la colonisation. Et on a donc développé ce concept-là. Donc c'était séduisant. Et peut-être en même temps, c'était assez enthousiasmant parce que les gens sortaient revendiquaient les indépendances et ils commençaient à l'obtenir. Par conséquent, les pays colonisateurs, donc les pays de tutelle, avaient pensé qu'il fallait accompagner ces pays pour qu'au moins ils consolident un peu les acquis de l'indépendance et en mettant sur place justement un certain nombre d'éléments agrégatifs de l'essor. Mais si vous regardez bien, le concept de développement n'est prononcé que dans les pays dit en développement. Mais dans les pays développés, le concept de développement n'est même pas évoqué. On parle de pays industrialisés, on parle justement des pays des superpuissances. Voilà comment également, à la limite, dans un certain sens, il y a une dérive des continents. Certains sont appelés pays avancés, pays développés, pays industrialisés, mais d'autres sont appelés pays en développement. Et d'ailleurs, avant pays en développment, on disait pays sous-développés. Exactement. Vous voyez, donc le concept est certains évitent même le concept le fait de dire pays pauvres. Tout à fait. Et par moment maintenant, quand les opinions ont commencé à être un peu plus fortes, on a nuancé un peu le concept pour qu'il soit moins blessant. Et on a parlé peut-être des pays moins avancés. Mais l'aide publique au développement, je n'y ai jamais cru, pour une raison très simple. Nous avons notre compte du Trésor public basé en France. La Banque France, qui était effectivement la banque d'émission, à la limite même de nos monnaies, conservait nos avoirs là-bas, ce qu'on appelait justement nos propres réserves. Et c'est avec justement ce compte compensatoire que la Banque française continuait à essayer de voir dans quelle mesure elle opère des politiques de péréquation permettant à un pays excédentaire d'aider un pays déficitaire, avec justement les avoirs des Africains, avec les avoirs des pays africains logés, n'est-ce pas, au Trésor français. Si bien donc que pendant longtemps, on nous a illusionnés avec l'idée que c'est la France métropolitaine qui nous aidait. Mais justement, en vérité, elle ne nous aidait pas, mais elle utilisait des instruments qui saupoudraient nos yeux, au point peut-être que nous nous aveuglions, alors que nous avions nos réserves, nos moyens financiers et de superbes moyens financiers, parce que quand la Côte d'Ivoire vend son cacao, le surplus financier du point de vue justement de la péréquation est logé à la Banque de France. Quand le Sénégal vend son arachide ou bien son coton, c'est pareil. Quand le Togo vend le phosphate, c'est pareil. Quand un autre pays vend également sa richesse, notamment la Mauritanie. Mais pourquoi justement cette aide publique étrangère? Est-ce que ça voudrait dire que cette aide contient en fait l'Afrique dans une certaine dépendance? Oui, déjà, merci pour la question. Mais je pense que M. Ndiaye
a commencé par quelque chose d'important, c'est-à-dire il a mis en place le substrat moral. Au début des indépendances, l'Occident qui a une histoire assez tendue avec l'Afrique, les pays africains qui accèdent à la souveraineté internationale ont besoin de décoller, peut-être de rejoindre le peloton du reste mondial. Et l'Occident met en place des politiques publiques de développement pour accompagner les pays africains qui viennent de sortir de la colonisation. Mais plus tard, je pense qu'il y a un moment important. Parce que moi, je lis les questions économiques aux questions politiques parce que c'est très important. Il y a la conférence de Bâle en 1990 où le président François Mitterrand demande aux pays africains d'accéder à la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie sera maintenant la phase fondamentale sur laquelle il faut adosser le développement des pays africains. Et on voit que 30 ans plus tard, que ce sont restés des vœux pieux. Parce que toutes les décisions qui ont été prises durant cette conférence-là n'ont pas permis aux pays africains de développer. On constate aujourd'hui une litanie de crises dans beaucoup de pays, surtout dans l'Ouest africain. On a des crises politiques, on a des crises économiques. Et ça revient à nous poser certaines questions. Est-ce que les décisions qui ont été prises au moment de l'indépendance, mais plus tard à la conférence de Bâle, est-ce que les décisions qui ont été prises durant toutes ces conférences-là, progressivement sur la scène internationale, qui chaque fois amenaient les Africains, on les a imposé des politiques publiques de développement, on parle bien entendu, il ne faut pas oublier les programmes de Bretton Woods avec le FMI et la Banque mondiale, les programmes d'ajustement structurel, tous ces programmes-là permettaient, entre guillemets, à l'Afrique de se relever. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Mais ce n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui encore, on a des problèmes mineurs. Cette montée d'humanité, si je peux philosopher un peu, qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur des questions comme la santé, sur les questions d'éducation, on est encore très en retard. On est encore dépendant de l'aide publique au développement. Exactement. Justement, pour le cas de la France aujourd'hui opte pour des prêts aux dons. Justement parce que la France elle-même, elle a des problèmes, elle a des besoins qu'elle n'arrive pas à satisfaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup plus d'avantages ou pas? C'est un problème, l'aide publique, ou c'est une solution? Non, ce n'est pas une solution. Disons-le nettement comme ça, pour au moins les générations à venir. Qu'elles comprennent qu'en vérité, l'aide est une aide liée. Donc il faut peut-être envisager maintenant la réflexion avec les jeunes générations. Comment envisager peut-être le futur de l'Afrique, le futur des pays en développement, parce que le concept de le concéder, comment maintenant sortir de ce guépier. Mais Mandela disait que ce qui se fait sans moi, se fait contre moi. Absolument. De ce point de vue donc, les pays européens, les pays occidentaux ont toujours conçu des solutions pour peut-être des pays sans les inviter au banquet. Ce qu'il dit par exemple de la Bâle, justement, c'est Mitterrand qui est venu en disant, voilà maintenant le concept. C'est-à-dire c'est une condition sine qua non. Il faut l'accepter ou la refuser. Mais il y avait un pays qui avait refusé ça, c'est le président malien, qui a dit peut-être, moi je ne comprends pas qu'on veuille me dicter mon comportement politique chez moi. Mais pourquoi les pays africains jusqu'ici sont dans cette optique? Mais parce qu'ils n'ont pas amorcé la réflexion justement de rupture avec la métropole. Ils n'ont pas amorcé une réflexion peut-être d'autonomisation des pays à partir des moyens dont disposent ces pays. Ils n'ont pas amorcé la réflexion justement pour qu'au moins il y ait une sécularisation des potentialités de ces pays-là, mais en même temps aussi peut-être de se regarder entre eux pour dire si nous unissons nos forces, nous pouvons peut-être devenir plus forts. Si nous nous divisons, parce qu'on nous a balkanisés, comme le disait Senghor, nous restons faibles, et en ce moment-là, peut-être, nous sommes la proie facile des pays qui veulent encore peut-être... Il y a aussi des emprunteurs qui ne sont pas solvables, parmi les pays africains. Certainement, mais en vérité, la solvabilité, elle n'est qu'une hypothèse. Mais quand tu as une richesse, quand vous avez peut-être disons, de la pollution forte, mais si peut-être maintenant, celui qui régule, il permet à votre pays de ne pas peut-être produire assez pour avoir plus de recettes d'importation, mais vous êtes dans la faiblesse. Donc vous êtes dépendant d'une aide qui pourrait venir. Et cette aide-là qui allait venir, je viens encore là-dessus, c'est une aide qui est, disons, des montants compensatoires dégagés peut-être par la France à partir des surplus d'exportation justement des pays africains. Ça, cette question, il faut au moins quand même que nos économistes, les universitaires, les chercheurs et en même temps aussi peut-être les politiques combinent un peu de leur réflexion pour arriver quand même aujourd'hui à décloisonner ce problème. Si on ne le décloisonne pas, l'aide publique au développement sera toujours un concept assez séduisant, mais il séduit de moins en moins parce qu'il y a des gens qui ont quand même compris qu'aujourd'hui la France aide les pays africains à partir effectivement de leur
leurs propres sources. Souleymane, est-ce qu'il faut radicalement rompre avec l'aide publique étrangère ou opter pour certaines alternatives? En fait, je ne sais pas si aujourd'hui la solution c'est la radicalisation. Mais ce qui est important, c'est qu'à long terme, les solutions économiques africaines, elles sont endogènes, comme l'a dit M. Ndiaye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'aime quand on dit souvent que nous sommes dans des pays très endettés ou nous sommes des pays pauvres, des concepts très faux, en voie de développement, très fallacieux, parce que en fait, je pense que déjà pour moi, la modernité européenne est peut-être un concept qui peut être interchangé avec le progrès. Tous les pays aspirent au progrès. Eux, ils ont appelé modernité progrès. Nous, on peut appeler notre progrès une autre terminologie au lieu de modernité. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, il y a un économiste européen très honnête, mais très intéressant, qui s'appelle Philippe Norel, qui parle de tunnelisation de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'Occident a tunnelisé les dynamiques économiques, pensant que tout autre paradigme qui n'est pas généré par l'Occident est un paradigme qui ne peut pas perdurer dans le temps. Et l'Occident a remorqué l'Afrique à son histoire économique elle-même, non seulement en nous enjoignant de le suivre, mais aussi en nous dictant des paradigmes économiques qui ne sont forcément pas en phase avec nos dynamiques endogènes. Et ça, c'est important de parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense que depuis 60 ans et depuis plus longtemps que ça, nous avons des richesses, nous avons les potentialités, nous avons les moyens de faire propulser ce continent-là. Et l'une des choses qui est importante pour moi, c'est que aujourd'hui, le processus de décolonisation n'est pas allé jusqu'au bout. Et c'est pourquoi on ne peut pas, pour moi, déconnecter la politique de l'économie. Parce qu'après les indépendances, quand des gens comme Nkrumah se sont levés, disant qu'on doit s'unir, on doit unir nos forces, et qu'il y a eu de la balkanisation, il y a aussi quelquefois des dichotomies au plan idéologique, Modibo du Mali et Senghor, parce que l'un était dans le camp occidental et l'autre était dans le plus ou moins proche du camp soviétique. Tout ça, ce sont des problématiques qui ont été mises sur la table. D'accord. Alors, c'est vrai que tous ces pays dits riches maintiennent ces pays en voie de développement dans une certaine situation de précarité. Mais quelle alternative à l'aide publique étrangère? D'abord, il faut, à mon sens, évaluer nos propres forces. Ça, c'est important. Mais maintenant, établir aussi des mécanismes. Et ensuite, vous savez, les échanges, tout comme peut-être la circulation de la monnaie, ça repose essentiellement sur la confiance. Si les Africains ne fondent pas peut-être leur rapport sur la confiance, eh bien, ils vont peut-être voir le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Donc ça, c'est un aspect. Le reste maintenant, c'est de voir comment établir de nouvelles bases saines. Parce que nous sortons d'une longue nuit noire. D'une longue nuit noire où peut-être on nous a vendu toutes les chimères, mais ça n'a produit aucun effet. L'aide publique au développement, c'est depuis plus de 60 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a donné en termes de résultats? Nos pays sont encore beaucoup plus dépendants, ça c'est un aspect. Mais deuxièmement, aujourd'hui, peut-être même l'horizon est un peu bouché pour un certain nombre de pays. Aujourd'hui, peut-être quand il y a de l'insécurité sur l'ensemble des frontières du Sénégal, c'est peut-être à la limite, le résultat disons, de radicalisme qui ont été laissés s'opérer simplement parce que peut-être le pouvoir central faiblissait au fur et à mesure qu'on le voyait peut-être vouloir avoir des tentacules de gérer un vaste territoire comme le Mali ou bien un territoire alambiqué comme le Burkina Faso ou alors peut-être un pays peut-être mouvant comme le Niger. Mais maintenant, il est question que les dirigeants aient une logique, n'est-ce pas, de réfléchir de façon introspective, de façon interne, pour peut-être avoir une réponse, à la limite même je dirais une riposte face peut-être à ce que l'Occident nous propose. Et puis en plus, les Macron et compagnie, ce qu'ils sont en train de réfléchir, c'est la géostratégie mondiale et la place de l'Europe quand l'Amérique et la Chine sont en train peut-être de faire une préhension sur peut-être le marché mondial. Figurez-vous peut-être que la guerre Russie-Ukraine, merci. La guerre Russie-Ukraine a mobilisé chez les Occidentaux 45 milliards pour aider l'Ukraine. 45 milliards pour aider l'Ukraine. Vous avez parlé de la Chine. Concernant le cas de la Chine, il y a à peine 23% des investissements chinois qui sont consacrés à l'aide au développement. Le reste, c'est de l'investissement pur avec un taux d'intérêt qui n'a rien à voir avec le mécanisme de l'aide publique au développement. Justement, ce que je disais, la Chine est-elle une solution ou bien une illusion pour l'Afrique? Et c'est ce que j'étais en train de dire. Aujourd'hui, un pays comme la Chine qui s'installe en Afrique
a un horizon bien déterminant. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui, l'objectif principal de la Chine, c'est de trôner comme puissance mondiale à l'horizon 49-50, parce que c'est aussi les 100 ans de la révolution. La Chine se déploie aujourd'hui avec sa stratégie des routes de la soie, qui hier était déployée vers l'Occident. Aujourd'hui, cette stratégie se déploie en Afrique. La Chine investit énormément au niveau des infrastructures, au niveau des matières premières, au niveau des ressources. La Chine, entre guillemets, dit qu'elle ne regarde pas si les pays sont démocratiques ou sont politiquement stables. Ce qui l'intéresse, c'est faire du commerce. La Chine vend à l'Afrique, nous n'avons pas de passé colonial. Je ne suis pas là pour vous exploiter. Au contraire, je suis là en tant que partenaire et il y aura une stratégie de gagnant win-win. Ça, c'est la narrative officielle. Mais on sait qu'aujourd'hui, aussi bien la Chine, la Russie que la France, ces pays n'ont pas une présence sur le continent africain justement pour nos beaux yeux. Ils sont là pour leurs intérêts et ces intérêts-là, c'est comme le disait M. Ndiaye, à long terme doivent être portés par les Africains. Et ça, c'est important. C'est l'autre alternative. Aujourd'hui, je donne un exemple très simple. En 2060, on aura 2 milliards en Afrique. Carol Quigley, qui est un brillant économiste, ancien professeur de Bill Clinton, disait que le levier démographique est fondamental quand on parle de développement. 2 milliards de personnes, c'est-à-dire que c'est la première puissance démographique dans le monde. Et la majorité de cette démographie, elle est jeune. C'est-à-dire qu'on aura un âge médian entre 20 et 25 ans. Ça, voilà fondamentalement des ressources, des potentialités inouïes sur lesquelles l'Afrique doit reposer son essor. Il y a aussi une autre alternative, oui? Non, l'idée que Soliman développe, elle est intéressante. Vous savez, quand vous allez dans les sommets de l'Union africaine, moi, peut-être, bon, quand vous regardez mes cheveux, vous comprenez tout cas. Il y a eu une période où, effectivement, quand les délégations arrivaient, elles étaient toutes habillées par les grands couturiers européens. Oui. Par les grands couturiers européens. Et ça, le shift. Il y a un shift. Et il y a un shift maintenant. Quand vous y allez en ce moment, ils sont habillés comme Suleiman ou bien comme moi. Oui. Déjà, du point de vue de l'esprit, il y a au moins une mutation qui est en train de s'opérer. Une désaliénation qui se prépare. Et ça fouette les imaginations quand vous arrivez justement dans ces cénacles-là. Ça, c'est un aspect. Mais la deuxième chose, n'oublions pas que la Chine, comme il l'a dit, n'est pas philanthropique. Absolument not. Et elle est d'autant moins philanthropique qu'elle a ouvert une base, n'est-ce pas, en Afrique de l'Est, à Djibouti. Et ensuite, c'est une base militaire pour le contrôle justement de l'océan Indien et en même temps aussi de la traversée donc, de la Méditerranée. Cette position de la Chine, elle n'est pas innocente. Et il ne faut pas que, pour les beaux yeux sans doute des Africains qu'on nous dise... Et même sa main-d'œuvre est beaucoup plus chinoise. On voit plus les Chinois. En plus. Et maintenant, la Chine regarde l'intérieur de l'Afrique. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle connecte des pays, elle voit peut-être là où sont ses intérêts, du point de vue de l'exportation des mines, des matières premières. Oui. Et donc les connexions infrastructurelles obéissent à des logiques justement de rapprochement de ces différents pôles d'exportation et d'extraction, si bien bon que ça arrive vers les ports, donc pour l'exportation. Donc la Chine ne renouvelle pas l'opération peut-être qu'avaient menée les Occidentaux, c'est-à-dire de développer peut-être les façades atlantiques ou les façades des océans, simplement pour des débouchés maritimes. Mais que pensez-vous justement de la diaspora africaine qui constitue vraiment une alternative à l'aide publique étrangère? Je ne sais pas si vous pourrez partager cet avis. Est-ce que vous partagez justement cet avis concernant la diaspora africaine? Moi, je pense qu'à ce stade, bien entendu, la diaspora africaine contribue de manière assez conséquente et même importante au PIB africain. Mais il y a une chose, il y a 2 ans est survenu le coronavirus. Et quand le coronavirus est survenu, nos amis qui sont dans la diaspora, beaucoup d'entre eux ne travaillaient plus. Donc, ils dépendaient même de leur pays. Exactement. Il y a eu une déconnexion. Et c'est important. C'est pour dire que le long terme, et je reviendrai, moi c'est quelque chose que je dis. Le monde a changé. Le libéralisme s'est essoufflé. L'Occident prospère. Durant 2 ans, a souffert. Et l'Occident, comme je disais, le coronavirus disait que nous allons compter des morts. Il y avait une diplomatie de sanglots. Vous souvenez-vous, qui venait de l'Occident, porté même par des personnalités comme Guterres, qui prédisaient des millions de morts en Afrique. Ça, c'est pas avéré, c'est faux. Au contraire, pour une fois, nous étions inquiets pour eux. C'est pour nous faire comprendre que, je veux dire que l'avenir de l'Afrique,
L'avenir du continent africain dépend des ressources africaines. C'est-à-dire que c'est à l'Afrique de faire sa propre économie par la prospective. C'est important que nous comprenions que les défis, les challenges qui vont venir dans le futur incombent une réflexion profonde et aussi des actions pour non seulement anticiper cela, mais surtout sur une main-d'œuvre endogène, sur une matière grise endogène, sur une potentialité locale et sur un marché aussi local. Prenez l'Afrique de l'Ouest, c'est au moins 400 millions d'habitants. Mais 400 millions, c'est un marché. 400 millions, c'est un marché qui s'il est organisé, s'il y a une industrialisation en Afrique de l'Ouest, ce qui manque énormément, parce qu'il faut une industrialisation, il faut que nos matières premières soient transformées ici, il faut qu'on ait le marché, et quand il y a une consommation, il y a une distribution des richesses. Quand il y a une distribution des richesses, il y a une classe moyenne qui est capable de consommer, et ça peut faire monter un PIB. Et il y a également il y a une idée intéressante, je voulais faire une jonction pour ce point. Il parle peut-être du rapport de Thabo Mbeki. Il est intéressant, je l'ai parcouru. Mais 30 ans plus tôt, le Togolais Edem Kodjo, parce qu'il était à la tête de l'OUA, avait justement aussi préconisé un plan de Lagos qui parlait justement de l'industrialisation. Et eux, ils ont identifié 5 régions, 5 pôles, régions, où peut-être quand on développe les couloirs industriels, ça permettrait peut-être non pas à chaque pays de dire il me faut aussi peut-être moi, ma duplication de telle unité industrielle, de telle unité industrielle. Mais on développe des régions et on les spécialise. Si bien, on les interconnecte. Et on les interconnecte. Si bien peut-être quand peut-être la région, je ne sais pas quoi, telle région développe le cuir, telle autre développe le fer, telle autre développe peut-être je ne sais pas, le solaire, et ainsi de suite. Regardez le barrage d'Inga. En RDC. Voilà une puissance qui s'ignore. Si peut-être aujourd'hui... Et Cheikh Anta en parle. Et Cheikh Anta en parle justement dans la nation agricole. Mais si peut-être cette nation-là vendait peut-être le projet hydraulique qu'il a. En même temps, ça édulcorerait. Il y a la responsabilité aussi de nos dirigeants, quelque part. Mais parfaitement, parce que en fait, si les égoïsmes sont tus, les chefs d'État africains peuvent maintenant envisager ou alors amorcer une réplique, n'est-ce pas, à ces Occidentaux qui nous préconisent tout le temps des solutions, alors que peut-être les solutions peuvent partir de l'intérieur de nos pays. En dehors de l'aide financière et également l'aide immatérielle, on voit quand même ces pays qui peuvent aussi imposer leur façon de faire. La construction, par exemple, d'une école. Ça sera leur éducation, leur modèle d'éducation. Comment faire pour ne pas tomber dans ce piège? Mais ce soft power-là, je pense qu'on vient de sortir de la Coupe du Monde. C'est l'exemple le plus patent de comment un pays qui, j'ai l'habitude de le dire en souriant, en 1971, c'était un pays de lébou. Ce sont des pêcheurs. Et le Qatar n'était pas une puissance. Aujourd'hui, elle mange à la table des grandes puissances. Mieux que ça, elle impose ses règles. Elle est devenue un pays incontournable au plan diplomatique, surtout dans sa région. Un pays qui en tout cas, essaie d'apporter beaucoup de solutions quand il s'agit de réconcilier des pays. On l'a vu prendre part dans beaucoup de questions cruciales dans cette zone-là. Mais aussi, c'est un pays qui finance énormément des économies et qui prend aussi des parts de marché dans des pays occidentaux et dans des marchés. Ça, c'est important. Donc, il faut comprendre toute la trajectoire du Qatar pour voir aujourd'hui comment ces pays investissent dans le soft power. Aujourd'hui, c'est important. On est dans un monde de perception. On est dans un monde dans lequel les gens vont essayer d'habiter les consciences. Et Cheikh Anta Diop nous prévenait de ça. Il nous disait que c'est l'aliénation mentale qui est plus grave. Et malheureusement, on est dans cette dynamique-là. Quand chaque fois qu'on pense que ce qui est bien, ce qui est extrêmement important pour nous vient d'ailleurs, c'est grave. C'est aussi le manque d'industrialisation. Quand et Senghor disait il y a la détérioration des termes de l'échange. Si toutes les matières premières viennent ici, si le cacao part de la Côte d'Ivoire, va en Suisse et la Suisse devient un pays producteur par excellence de chocolat, alors qu'elle ne produit pas la matière première, c'est grave. C'est un paradoxe. C'est un gros paradoxe. Et puis je crois que de ce point de vue-là, il faut peut-être qu'il y ait maintenant un retour à une conscience beaucoup plus citoyenne. Exactement. Parce que nous sommes une force. Et il parlait justement du dividende démographique. C'est une force. En vérité, il y a des pays qui sont aujourd'hui en déclin démographique. Regardez la Chine, elle est en train d'encourager justement maintenant la nativité. Parce que simplement, ce qu'ils avaient préconisé... Il faut quand même, on va finir par là, il faut mesurer l'efficacité de l'aide publique. C'est vrai qu'on parle des pays dits riches qui sont quelque part responsables, mais il y a des critères qui peuvent prouver l'efficacité de cette aide. Je vais citer 2 critères rapidement. La transparence dans l'aide publique étrangère, également la responsabilité mutuelle face à cette aide publique. Quand je vous entends parler d'aide, implicitement, il y a peut-être l'endettement aussi qui filtre. Mais en fait, l'endettement est un instrument, est un levier économique.
c'est un levier financier. Oui. Il ne faut pas renoncer à emprunter pour financer le développement. Absolument Il ne pas. faut pas renoncer à emprunter pour financer des investissements, pourvu que ce soit cohérent et que ce soit pertinent. Il a cité l'exemple justement du Qatar. Mais nous avons des pays qui sont des pays producteurs d'hydrocarbures. Ouais. Mais regardez aujourd'hui le Mozambique et l'Angola, c'est des pays presque sinistrés. Oui. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas anticipé sur la gestion justement de leurs ressources. Ah, si bien peut-être qu'aujourd'hui, c'est non seulement un déficit, mais à la limite même, y compris peut-être le Nigeria, Oui. c'est des pays qui aujourd'hui ont des pénuries de pétrole, Oui. ont des pénuries d'essence et Quel des pénuries contraste. Et c'est un paradoxe, c'est né. Donc, Par il y contre, a nous lieu... sommes arrivés à la fin de Oui, il y a lieu cette simplement émission. d'anticiper. Je suis vraiment désolée. je vous en C'est un prie. plaisir de vous recevoir sur ce plateau. À l'instant, Mamadou Ndiaye, directeur de publication de immedia.sn. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais merci et bonne année. Merci, 2023. c'est gentil. Également, nous sommes en face de M. Tierno Souleymane Diop-Nion, spécialiste des questions internationales. Merci beaucoup d'avoir répondu Merci, à nos j'étais questions. très heureux de partager le plateau avec M. Ndiaye. C'était très intéressant. Ouais. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Média.